T'as un papa, c'est quoi la couleur du ciel? La question, posée d'une voix tremblante, retentit comme un coup de poignard dans le silence du bureau. Alexandre Beaumont, millionnaire à la tête de l'une des plus grandes fortunes du pays, resta sans voix. Comment expliquer quelque chose que son fils n'avait jamais vu? Comment décrire le bleu à des yeux qui n'avaient connu que les ténèbres? Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le garçon s'appelait Gabriel. Il n'avait que 9 ans et bien qu'il vécût dans un manoir luxueux, son monde était sans couleur. Depuis sa naissance, la cécité le suivait comme une ombre éternelle. Les médecins avaient été catégoriques, le nerf optique est endommagé. Il ne verra jamais, répétait-il avec une indifférence clinique, tout en facturant des sommes astronomiques pour des traitements inutiles. Alexandre, aveuglé par l'orgueil et l'argent, emmena Gabriel dans des hôpitaux en Europe, en Asie, en Amérique. Il acheta des machines, engagea des spécialistes et paya même pour des chirurgies expérimentales. Rien ne fonctionna. L'enfant, pourtant, ne demandait ni médecin ni opération. Il demandait ce que tout enfant désire, courir au soleil, voir le visage de son père et découvrir ce monde dont tout le monde parlait et qu'il ne pouvait qu'imaginer. Il passait des heures dans sa chambre, caressant les jouets qu'il ne pouvait voir, demandant aux employés quelles en étaient les couleurs. Le rouge, c'est comme la chaleur du feu, expliquait-elle. Le bleu comme la fraîcheur de l'eau, le vert comme l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Gabriel écoutait et souriait, mais au fond de lui, il pleurait. « Je rêve qu'un jour j'ouvre les yeux et que l'obscurité se brise comme du verre », se murmurait-il. Le manoir Beaumont grouillait d'activités. Chauffeurs, jardiniers, cuisiniers, gardes, tous obéissaient au millionnaire. Tous le respectaient ou le craignaient. Mais au milieu de tant de richesses, Gabriel vivait isolé. Son père, obsédé par les affaires, lui rendait rarement visite. Chaque rencontre se terminait par des promesses jamais tenues. « Je vais te guérir, mon fils, je le jure », disait Alexandre d'une voix grave. « Coûte que coûte, je le ferai. » Mais Gabriel ne voulait pas de promesses. Il voulait de la compagnie. Un après-midi, pendant une réunion d'affaires, le garçon se cacha sous l'escalier. Il aimait écouter les voix et les pas, imaginant les visages qu'il ne connaîtrait jamais. Là, serrant son ours en peluche contre lui, il murmura « Je donnerais n'importe quoi pour voir au moins une étoile, une seule. » L'écho de son souhait se perdit entre les murs froids de marbre. En haut des escaliers, Alexandre observait en silence. Son cœur manqua un battement, mais son orgueil le força à détourner le regard. Pour lui, la solution résidait dans les millions, les contrats, les meilleurs spécialistes. Il ne se douta jamais que l'espoir viendrait d'un lieu inattendu, de mains ridées et humbles, invisibles pour tous, sauf pour l'enfant qui aspirait à la lumière. Cette nuit-là, Gabriel s'endormit en larmes, tandis que le monde continuait de tourner indifférent à son obscurité. Il ignorait que le destin était sur le point d'envoyer au manoir la personne qui changerait sa vie pour toujours. L'écho de talons hauts résonnait dans le hall du manoir Beaumont. C'était la docteure Dubois, une ophtalmologue de renommée mondiale pour avoir opéré des politiciens et des magnates. Alexandre l'accueillit comme il accueillait tous les médecins qui franchissaient sa porte, avec des chèques pré-signés et un air de supériorité. « Docteur, je paierai ce qu'il faudra. » Et dit-il d'une voix grave. « Peu importe le prix ou le temps que ça prendra, je veux juste que mon fils voie. » La médecin, vêtue d'une blouse blanche immaculée, examina les rapports, les analyses et les tests. Elle soupira, baissa les yeux et murmura « Je suis désolé, monsieur Beaumont. Le nerf optique de votre fils ne répond pas. Aucune chirurgie ni technologie ne peut lui rendre la vue. » Alexandre serra les poings. « Impossible. Il y a toujours un moyen. Si la science n'y arrive pas, inventez-la. Je vous paye le double, le triple. » La médecin secoua la tête et sortit précipitamment, habituée à ces millionnaires qui croyaient que l'argent pouvait acheter des miracles. Gabriel avait tout entendu depuis l'escalier. Le garçon descendit lentement, les mains tendues, sentant la rampe en bois poli. « Papa, murmura-t-il. La dame a aussi dit que je ne verrai jamais. » Alexandre, encore furieux, ne répondit pas tout de suite. Puis il se pencha et caressa les cheveux de son fils. « Ne t'inquiète pas, mon fils. Papa trouvera quelqu'un. Nous devons continuer. » Mais Gabriel baissa la tête. « Je ne veux pas de médecin. Je veux juste que tu restes avec moi. » Les mots innocents du garçon frappèrent le cœur du millionnaire. Pourtant, Alexandre fut incapable de répondre et se réfugia dans la seule chose qu'il connaissait, son argent.
Ce même soir, dans la grande salle à manger du manoir, Alexandre réunit ses partenaires. Il leva une coupe de vin et déclara avec arrogance « Mon fils ne restera pas aveugle toute sa vie. J'ai fait venir des médecins d'Europe, d'Asie et d'Amérique. S'il le faut, je construirai un hôpital privé rien que pour lui. » Les hommes applaudirent, flattant le puissant Beaumont. Voilà qui est bien parlé, Alexandre. Avec de l'argent, on peut tout conquérir. Aucun de vos fils ne peut être un échec. Pendant ce temps, à l'étage, Gabriel était assis seul sur son lit, caressant l'ours en peluche qu'il ne quittait jamais. Les rires et les toasts lui parvenaient comme les échos d'un monde auquel il n'appartenait pas. Les jours passèrent et la routine se répéta. Médecin qui allait et venait, diagnostic froid, promesses non tenues. Gabriel, de plus en plus silencieux, commença à refuser les consultations. « Je ne veux plus que personne ne touche à mes yeux », dit-il un jour à son père. « L'espoir me fait plus mal que les aiguilles. » Alexandre ne sut que dire. Pour lui, admettre la défaite était inacceptable. « Écoute, mon fils, un Beaumont n'abandonne jamais. » L'enfant, les larmes perlant à ses yeux aveugles, répondit « Je ne suis pas un Beaumont, papa. Je suis juste un enfant qui vit dans le noir. » Au manoir, les employés murmuraient entre eux. Monsieur Beaumont fait venir des médecins comme s'ils étaient des marchands, et le pauvre petit, toujours seul, toujours triste. Il y a de l'or dans chaque recoin ici, mais ce qui manque, c'est l'amour. Personne n'osait le dire à voix haute, mais tout le monde le savait. Alexandre, avec tout son argent, était incapable de donner à Gabriel la seule chose dont il avait vraiment besoin. Un matin, en voyant son fils assis dans le jardin, le visage tourné vers un soleil qu'il ne pouvait voir, Alexandre sentit un pincement au cœur. Pour la première fois, il se demanda si tout cet argent valait vraiment quelque chose, mais son orgueil le fit chasser cette pensée aussitôt. « Non, je le ferai. J'y arriverai quoi qu'il arrive, » se répéta-t-il, comme si le dire à voix haute pouvait convaincre le destin. Ce qu'il ignorait, c'est que le destin avait déjà tracé son propre plan, et que la réponse à son arrogance ne viendrait pas d'un médecin diplômé, mais d'une humble vieille dame qui était sur le point d'entrer au manoir. L'horloge sonnait 7 heures du matin, quand une vieille voiture, presque aussi usée que l'âge de sa passagère, s'arrêta devant le portail du manoir Beaumont. Une femme voûtée en sortit, les cheveux gris attachés en un chignon simple, les mains ridées et le regard serein. Elle portait un sac en toile élimée et des chaussures qui semblaient avoir parcouru plus de routes que quiconque ne pourrait en compter. Son nom était Madame Émilie. Elle avait été engagée comme femme de ménage par une agence qui la connaissait à peine. Pour l'administration du manoir, elle n'était qu'une employée temporaire de plus, mais personne ne se doutait que quelque chose d'autre l'accompagnait. Un air différent, une présence capable de changer silencieusement le destin de ceux qui vivaient dans cette maison. Le majordome la reçut avec dédain. « Vous êtes la nouvelle », dit-il en feuilletant un carnet. « Vous serez chargée du nettoyage des couloirs secondaires et de l'aile est. Ne causez pas de problème. » Madame Émilie acquiesça humblement. « Ne vous en faites pas, mon garçon. Je ferai ce qui est demandé, rien de plus. » Les autres domestiques la regardaient de biais. Certaines souriaient sarcastiquement. « Regarde-moi ça. Une autre vieille vient gagner quelques sous. Elle ne tiendra probablement pas une semaine. » La vieille dame ne répondit pas, serra simplement son sac contre sa poitrine et commença à parcourir les couloirs. Pendant ce temps, dans le jardin, Gabriel était assis sur un banc de pierre, le visage tourné vers le soleil. Ses mains caressaient l'air, comme pour essayer de capturer une lumière qu'il ne pouvait voir. C'était son refuge, le coin où il imaginait des couleurs et des paysages à partir des chants d'oiseaux et du parfum des fleurs. C'est là qu'il entendit pour la première fois la voix de Madame Émilie. « Quelle belle journée, n'est-ce pas, mon petit ?» Gabriel tourna la tête en direction du son. « Qu'est-ce ici, mon senaï, qui est là ? Juste une vieille dame qui nettoie le sol. » répondit-elle doucement. « Et qui es-tu » Le garçon sourit timidement. « Je suis Gabriel. J'habite ici, mais je ne vois rien. » Madame Émilie s'approcha lentement, sans crainte ni pitié. « Cela ne veut pas dire que tu ne ressens rien. Et parfois, mon enfant, ressentir est plus important que voir. » Gabriel resta silencieux. Il était habitué aux phrases de pitié, aux mots vides des médecins, mais jamais à quelque chose de semblable. « Et comment savez-vous ce que c'est de ne pas voir ?» demanda-t-il prudent. La vieille dame s'assit à côté de lui sur le banc. « Parce que j'ai aussi vécu dans l'obscurité. Pas celle de mes yeux, mais celle de mon cœur. » Gabriel fronça les sourcils, intrigué. « Et comment c'était ?» Madame Émilie sourit.
révélant des rides qui semblaient être des cartes de sagesse. J'ai appris à écouter le monde, le vent, les arbres, les voix, et un jour la lumière est revenue en moi. Le garçon qui s'était toujours méfié des étrangers sentit quelque chose de différent. Ce n'était pas de la pitié qui émanait de la voix de cette femme, mais de la compréhension. « Qu'est-ce ? Pourriez-vous m'apprendre à écouter comme vous ?» demanda-t-il excité. « Bien sûr, » répondit Émilie. « Ferme les yeux, même s'ils le sont déjà, et dis-moi ce que tu entends maintenant. » Gabriel obéit. Le chant d'un oiseau, le bruissement des feuilles agitées par le vent, le crissement du gravier sous les pas de quelqu'un au loin. « J'entends beaucoup de choses, » dit-il surpris. « Alors tu es déjà à mi-chemin, » répondit la vieille dame avec tendresse. Sur le balcon du manoir, 2 domestiques observaient la scène. Regarde la vieille qui parle au petit. Bah, qu'elle ne s'attache pas trop. Monsieur Alexandre ne laisse personne l'approcher. Mais Gabriel ne voulait pas qu'elle parte. « Vous viendrez demain ?» demanda-t-il d'une voix pleine d'espoir. « Bien sûr, mon petit. Si Dieu m'en donne la force, je nettoierai ce manoir chaque jour. Et en attendant, si tu me le permets, je pourrai t'accompagner. » Gabriel sourit comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. « Alors, je veux continuer à écouter demain, cet après-midi-là. » Quand Alexandre Beaumont rentra du travail, il vit son fils rire dans le jardin. « Cela fait des années que je ne t'ai pas vu ainsi. Que s'est-il passé, mon fils ? Pourquoi es-tu si heureux ?» Gabriel répondit innocemment, « J'ai rencontré une dame qui m'a appris à écouter le monde. » Alexandre haussa un sourcil, incrédule. « Une femme de ménage ?» Il laissa échapper un grognement méprisant. « Ne te mets pas de bêtises en tête. Ces gens ne savent rien de la vie. » Mais au fond de lui, le millionnaire ne pouvait ignorer que le rire de son fils était revenu grâce à quelqu'un qu'il ne jugeait même pas digne d'un regard. Ce qu'il ignorait, c'est que cette vieille dame, avec ses mains ridées, était destinée à défier l'impossible. Le soleil matinal pénétrait par les hautes fenêtres du manoir Beaumont, illuminant les couloirs de marbre, tel un temple de la richesse. Les domestiques s'affairaient, organisant la journée. Au milieu de l'agitation, Madame Émilie avançait avec son seau et son chiffon, ignorant les regards moqueurs qui la suivaient comme des ombres. « Regardez-la, on dirait une grand-mère de village, » murmura un cuisinier. « Elle ne tiendra pas une semaine, tu vas voir. Ce balai pèse plus lourd qu'elle. » Répondit un autre provoquant des rires. La vieille dame sourit sereinement. Elle n'était pas là pour plaire, seulement pour gagner sa vie et sans le vouloir accomplir un destin qu'elle ne soupçonnait même pas. Pendant ce temps, dans le jardin, Gabriel attendait avec impatience. Il avait passé la nuit éveillé, se remémorant la voix de la femme qui lui avait appris à écouter le monde. Jamais personne ne lui avait parlé de cette façon, sans compassion ni fausse promesse. Quand il entendit le seau traîner et les chaussures usées crisser sur le gravier, il sourit. « Madame Émilie ?» La vieille dame s'arrêta, surprise. « Oh, mon petit, tu m'attendais déjà ?»« Oui. Hier, vous m'avez dit que vous m'apprendriez d'autres choses. » Madame Émilie posa son seau, s'assit sur le banc de pierre à côté de lui et lui caressa doucement la main. « Très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître le monde à travers notre peau. » Elle sortit de son sac en toile un citron, une branche de lavande et un morceau d'écorce d'arbre. « Touche ça !» dit-elle en plaçant le citron dans les mains du garçon. Gabriel sentit la surface rugueuse. « C'est dur et froid. »« Exactement. Maintenant, sens. » Le garçon porta le citron à son nez et rit. « Ça sent fort comme du jus acide. » Puis il prit la lavande douce et au parfum agréable. Enfin l'écorce, dure comme de la pierre mais ça sent la terre. La vieille dame le regarda avec tendresse. « Tu vois, même sans voir, tu es déjà en train de connaître le monde. La vue n'est qu'une fenêtre, mon petit, mais l'âme a de nombreuses portes. » Sur un balcon voisin, 2 domestiques observaient la scène avec sarcasme. « Regarde la vieille jouer à la maîtresse et le petit qui s'excite pour des brindilles. » La pauvre. Les 2 rirent, mais ne remarquèrent pas qu'Alexandre Beaumont les entendait en passant. « De quoi riez-vous » demanda-t-il froidement. Les femmes sursautèrent. « De rien, monsieur. » Alexandre fronça les sourcils et regarda vers le jardin. Là, il vit son fils rire en sentant une branche de lavande, accompagné par la vieille dame. « Ridicule. » Ça murmura-t-il pour lui-même. Ce garçon a besoin de médecin, pas des contes d'une femme de ménage. Le soir venu, pendant le dîner, Gabriel ne cessait de parler de ses nouveaux apprentissages. « Papa, aujourd'hui j'ai appris l'odeur de la lavande, la texture de l'écorce d'un arbre, et j'ai même découvert que le citron est rugueux. » Les associés d'Alexandre
invités à table, s'échangèrent des sourires ironiques. L'un d'eux commenta « Et qui t'a appris ça? Un médecin d'Europe ?» Gabriel secoua la tête fièrement. « Non, c'est Madame Émilie, la dame qui nettoie les couloirs. » La salle à manger éclata de rires étouffés. Alexandre rougit de colère. « Ça suffit, Gabriel. Ne dis pas de sottises à table. » Le garçon baissa la tête, blessé. Plus tard, une fois tout le monde parti, Alexandre appela le majordome. « Je veux que cette vieille s'en tienne à ses tâches. Je veux qu'elle reste loin de mon fils. » Le majordome acquiesça. « Bien, monsieur !» Mais le lendemain, Gabriel retourna chercher Madame Émilie dans le jardin. « Ne le dis pas à papa, » demanda-t-il à voix basse, « mais je veux continuer à apprendre avec vous. » La vieille dame le serra doucement dans ses bras. « Calme-toi, mon petit. Je ne suis pas là pour désobéir, mais pour t'accompagner. Et tant que tu le voudras, je serai là. » Chaque jour qui passait, leur lien se renforçait. Gabriel, autrefois plongé dans la solitude, se mit à sourire davantage, à poser des questions, à rire de choses simples. Madame Émilie ne lui promettait pas de miracle. Elle lui apprenait simplement à vivre la vie différemment. Et cette étincelle de lumière, bien qu'invisible aux yeux, commençait à s'allumer dans son cœur. Mais l'arrogance d'Alexandre deviendrait bientôt un obstacle, car le millionnaire croyait toujours que tout ce qui ne pouvait être acheté avec de l'argent ne valait rien. Et il était prêt à chasser la vieille dame de la vie de son fils, sans jamais imaginer que ses mains ridées accompliraient un jour l'impossible. Les couloirs du manoir Beaumont ressemblaient à un labyrinthe de chuchotements. Chaque fois que Madame Émilie passait avec son seau et son chiffon, les employés retenaient leur rire. « Regardez là la maîtresse des arômes !» Ça disait une domestique, en imitant la façon dont Gabriel sentait les fleurs et les fruits sous la direction de la vieille dame. Moi, je dis que la vieille lui remplit la tête de bêtises. Qu'est-ce qu'une femme de ménage peut bien lui apprendre? Ajouta un jardinier. Les rires se multipliaient, résonnant contre les murs de marbre. Madame Émilie ne répondait pas. Elle marchait lentement, avec la sérénité de celle qui sait que la vérité n'a pas besoin d'être défendue à grands cris. Gabriel lui attendait chaque jour avec impatience. « Qu'allons-nous apprendre aujourd'hui, Madame Émilie ?» demanda-t-il excité. La vieille dame sortit de son sac des objets simples. Une pierre lisse, une poignée de terre humide, un morceau de pain frais. « Aujourd'hui, tu apprendras que chaque chose garde un secret. La pierre enseigne la patience, la terre, la vie et le pain, la chaleur. » L'enfant sourit, toucha, sentit, goûta. Pour la première fois depuis des années, son monde sombre se remplissait de sensations qui le faisaient vibrer. Mais cette complicité ne passa pas inaperçue. Un après-midi, Alexandre Beaumont observa de loin son fils rire, tandis que Madame Émilie lui racontait des histoires. Son front se plissa. « Et ça suffit », murmura-t-il avec une colère contenue. « Je ne permettrai pas qu'une femme de ménage remplace les médecins. » Ce même soir, pendant le dîner, Alexandre parla d'une voix sèche. « Gabriel, arrête de perdre ton temps avec cette femme. Elle est ici pour nettoyer, pas pour t'enseigner quoi que ce soit. » Le garçon baissa la tête, mais ensuite, avec courage, il répondit « Papa, les médecins viennent, ils me piquent avec des aiguilles, me posent des questions et me disent ensuite qu'il n'y a pas de remède. Elle ne me guérit pas, mais elle me rend heureux. Pourquoi ne puis-je pas la voir ?» Le silence devint insupportable. Les associés d'Alexandre présents à table se regardèrent avec malaise. Mais le millionnaire frappa son verre sur la table et dit « Parce que je l'ai dit. » Le lendemain, Alexandre ordonna au majordome « Ne laissez plus cette vieille approcher le petit. Si elle désobéit, renvoyez-la. » Le majordome acquiesça froidement. « Bien, monsieur Beaumont. » Gabriel le découvrit le même après-midi. Il attendit dans le jardin, mais Madame Émilie n'apparut pas. Il attendit dans l'escalier, mais ne l'entendit pas non plus passer. Son cœur battait d'anxiété, jusqu'à ce qu'il l'entende enfin nettoyer un couloir voisin. « Madame Émilie » cria-t-il désespéré. La vieille dame s'arrêta, mais ne s'approcha pas. « Je ne devrais pas, mon petit. On m'a interdit d'être avec toi. » Gabriel avança à tâtons, suivant sa voix jusqu'à la rejoindre. « Je me fiche de ce qu'ils disent. Je veux que vous restiez avec moi. » Madame Émilie le serra tendrement dans ses bras, mais ses yeux s'emplirent de larmes. « Je ne veux pas te causer de problème, Gabriel. Vous ne me causez pas de problème. Vous m'apportez la lumière, même si je ne la vois pas. » C'est alors que se produisit quelque chose que personne n'attendait. Tandis que la vieille dame caressait les joues du garçon, il cligna des yeux plusieurs fois. Soudain, les larmes aux yeux, il murmura « Madame Émilie, il y a une lumière. » La vieille dame le regarda, surprise. « Que dis-tu, mon petit ?»
Une toute petite lumière, comme une étincelle, mais je la vois. Madame Émilie retint son souffle. Ce que les médecins avaient nié pendant des années se produisait juste devant elle. Une étincelle de vision naissait dans l'obscurité de l'enfant. Le soir venu, Gabrielle avoua à son père ce qui s'était passé. « Papa, je crois que j'ai vu quelque chose. » C'était comme un flash. Alexandre le regarda incrédule. « Un flash ? Ne dis pas de bêtises. »« C'est vrai, papa. » « Je l'ai vu quand Madame Émilie était avec moi. » Le millionnaire se leva de table furieux. « Ça suffit. Ne mentionne plus cette femme. Seuls les médecins peuvent te guérir. » Mais intérieurement, un doute commençait à le tourmenter. Si ce que son fils disait était vrai, comment était-il possible qu'une humble vieille dame ait réussi là où la science avait échoué? La graine du miracle était plantée, et même si Alexandre tentait de le nier, cette étincelle de lumière dans les yeux de Gabrielle ne pouvait plus être ignorée. L'aube arriva, couvrant le manoir d'une lumière dorée qui filtrait à travers les fenêtres. Gabrielle s'assit sur son lit, le cœur battant à tout rompre. Depuis cet après-midi où il avait cru voir un éclat de lumière, il n'avait cessé d'y penser. Était-ce réel ou juste un rêve? Le souvenir était si vif que chaque fois qu'il fermait les yeux, il sentait l'étincelle de lumière percer son obscurité. Ce jour-là, alors qu'il descendait les escaliers avec son ours en peluche dans les bras, quelque chose se produisit qui coupa le souffle au domestique. Gabrielle tendit la main vers la rampe et la saisit juste avant de trébucher. Il descendait toujours les escaliers à pas hésitants, tâtonnant l'air comme quelqu'un marchant au bord d'un précipice. Mais cette fois, son mouvement fut assuré comme s'il avait vu l'ombre du bois verni devant lui. « Vous avez vu ?» murmura un employé. C'était comme s'il savait où elle était. Le murmure se répandit rapidement parmi le personnel. Dans le jardin, tandis que Madame Émilie balayait, Gabrielle courut vers elle avec un sourire. « Madame Émilie, je crois que j'ai vu l'escalier. J'ai vu quelque chose, je vous jure. » La vieille dame laissa tomber son balai et se pencha vers lui. « Dis-moi, mon petit, qu'as-tu senti ?» Comme une ombre, pas très nette, mais elle était là. Et juste là où devait être la rampe. Madame Émilie lui prit les mains, excitée. « Cela signifie que la lumière veut revenir. » Le garçon serra ses doigts. « Vous croyez qu'un jour je pourrai voir comme tout le monde ?» La vieille dame le regarda avec une tendresse infinie. « Je ne sais ni quand ni comment, mais je sais une chose. Tant que tu auras la foi et la patience, rien n'est impossible. » Les domestiques, observant en secret, se mirent à chuchoter. « Tu as entendu ce que le petit a dit ?»« Oui, il a vu l'escalier. Ce n'est pas possible. » Les médecins disaient que c'était incurable. Mais bien qu'hésitant, leur visage mêlait crainte et curiosité. Quand Alexandre revint cet après-midi-là, Gabrielle courut pour l'accueillir. « Papa, j'ai vu l'escalier aujourd'hui. » Le millionnaire le regarda d'un air sévère. « Ne dis pas de sottises, mon fils. Ce n'est qu'une illusion. »« Oh non, papa, c'était réel. Demande aux employés. » Elles ont vu. Alexandre se tourna vers elle, et les femmes intimidées baissèrent la tête. « C'était peut-être une coïncidence, monsieur. » C'est l'une d'elles d'une voix tremblante. Le millionnaire fit claquer sa langue. « Exactement. Une coïncidence. Rien de plus. » Gabrielle baissa les yeux, blessée. Cette nuit-là, Alexandre convoqua le majordome dans son bureau. « Je veux que vous gardiez un œil sur cette vieille. Mon fils dit que tout a commencé quand elle s'est approchée de lui. » Tac. Le majordome acquiesça. « Et si l'enfant s'améliore vraiment grâce à elle ?» Alexandre le foudroya du regard. « Impossible. Aucune femme de ménage ne peut faire ce que les meilleurs médecins n'ont pas réussi à faire. » Mais au fond de lui, sa voix ne sonnait déjà plus aussi ferme. Une fissure de doute commençait à s'ouvrir dans son orgueil. Les jours suivants apportèrent d'autres surprises. Gabrielle commença à marcher avec plus d'assurance dans les couloirs, à distinguer les silhouettes des arbres dans le jardin, à percevoir quand une lumière vive entrait par la fenêtre. « Madame Émilie, j'ai l'impression que le soleil est plus proche, » dit-il un jour en levant le visage vers le ciel. « Cela signifie que l'obscurité n'est plus aussi forte, » répondit la vieille dame. Le garçon rit, se déplaçant avec plus de confiance. Le manoir tout entier commença à remarquer le changement. Les rumeurs parvinrent aux oreilles des associés d'Alexandre. On dit que le petit va mieux. C'est vrai, et tout ça grâce à une femme de ménage. Quelle honte pour Beaumont. Le millionnaire furieux nia tout en public. Mon fils ne va pas mieux. Ce sont des histoires de domestiques. Mais secrètement, il ne pouvait ignorer ce qu'il voyait. L'éclat dans les yeux de Gabrielle, ses pas plus fermes, son rire plus fréquent.
Un soir, Gabriel s'approcha de son père d'une voix tremblante. « Papa, je ne sais pas si tu vas me croire, mais aujourd'hui j'ai vu une étoile, une seule, toute petite, mais je l'ai vue. » Alexandre sentit un frisson. Il resta longtemps silencieux, le cœur battant dans sa poitrine. Mais ensuite, comme toujours, il se réfugia dans son orgueil. « Ne te fais pas d'illusions, mon fils. Il vaut mieux accepter la réalité. » Gabriel serra les lèvres, retenant ses larmes. De la porte, Madame Émilie observait la scène en silence. Elle savait que le millionnaire n'accepterait jamais qu'un miracle puisse venir de quelqu'un d'humble. Mais au fond, elle était convaincue que l'impossible était sur le point de se produire, car la lumière avait déjà commencé à traverser les yeux du garçon, et rien ni personne ne pouvait l'arrêter. La nouvelle se répandit dans le manoir comme une traînée de poudre. L'enfant de Beaumont est en train de changer. Certains disaient qu'il pouvait désormais marcher dans les couloirs sans autant trébucher. D'autres juraient l'avoir vu s'arrêter devant une fenêtre, comme s'il reconnaissait la lumière qui entrait. Mais le plus surprenant fut ce qui se passa un matin dans le jardin. Gabriel était avec Madame Émilie, assise sur leur banc de pierre favori, quand soudain il pointa le doigt vers le haut, les mains tremblantes. « Madame Émilie, il y a quelque chose là-haut. Un petit point blanc dans le ciel bleu. » La vieille dame frémit. « Que c'est aussi, Namas? Que vois-tu, mon petit? Je ne sais pas. On dirait du coton qui flotte. » Madame Émilie sourit, les larmes aux yeux. « C'est un nuage, Gabriel. As-tu vu un nuage ?» Le garçon se mit à rire et à pleurer en même temps, serrant le cou de la vieille dame. « Je l'ai vu, je l'ai vraiment vu. » Les domestiques qui observèrent de loin restèrent bouche bée. « Ce n'est pas possible. Les médecins ont toujours dit que c'était incurable. Et pourtant, le petit vient de décrire un nuage. » La rumeur se propagea si vite qu'à la fin de la journée, elle parvint jusqu'à Alexandre. Furieux, le millionnaire appela immédiatement son médecin de famille, le docteur Martin, un homme prestigieux aux manières froides. « Mon fils dit qu'il voit des choses, » dit Alexandre, incrédule. « Je veux que vous l'examiniez et que vous me disiez la vérité. » Le médecin, avec un sourire condescendant, répondit « Monsieur Beaumont, les aveugles s'inventent parfois des visions. C'est une illusion psychologique, rien de plus. Mais les domestiques disent donc qu'il a décrit un nuage. Comment peut-il inventer quelque chose qu'il n'a jamais vu ?» Le médecin hésita une seconde, mais reprit vite son air de supériorité. « Ce doit être une coïncidence. Ne vous faites pas de faux espoirs. Votre fils ne verra jamais. » Cette nuit-là, Alexandre observa Gabriel dormir. Le garçon, serrant son ours en peluche, souriait même en dormant, comme s'il rêvait du ciel qu'il commençait à entrevoir. Le millionnaire serra les dents. Était-il possible que le garçon retrouve vraiment la vue? Et si oui, quel était le rôle de cette vieille dame dans tout ça? Les jours suivants apportèrent d'autres signes. Gabriel commença à distinguer les couleurs. Il dit que le soleil était jaune et chaud, l'herbe verte et fraîche, et l'une des robes des domestiques rouge comme le feu. Chaque déclaration laissait tout le monde sans voix. Un jour, en marchant dans le couloir, Gabriel s'arrêta net et désigna un vase. « Ça, c'est bleu, n'est-ce pas ?» La domestique acquiesça, les larmes aux yeux. « Oui, Gabriel, c'est bleu. » Madame Émilie, témoin de chaque progrès, ressentait un mélange de joie et de crainte. Elle savait que le millionnaire n'accepterait pas que quelque chose d'aussi grandiose vienne des mains d'une femme humble. « Mon petit, » lui dit-elle un après-midi, « ce que tu vis est un don, mais tout le monde ne le comprendra pas. Tu dois être fort. » Gabriel, avec son innocence, répondit « Ça m'est égal si monsieur ne me croit pas. Je sais ce que je ressens, et vous aussi. » Les tensions montèrent quand Alexandre organisa une autre réunion de médecins. Il fit venir des spécialistes étrangers, payant des fortunes pour leur présence. Dans le salon principal, les médecins examinaient à tour de rôle Gabriel avec des lampes et des équipements. L'enfant, fatigué, répondait à tout avec patience. « Je vois des lumières, des ombres et parfois des couleurs. » Les médecins échangèrent des regards sceptiques. Finalement, l'un d'eux parla catégoriquement. « Ce que vous décrivez est impossible. C'est peut-être de l'imagination ou un infime reste de perception, mais vous ne retrouverez jamais une vision complète. » Alexandre poussa un soupir de soulagement, comme si ces mots renforçaient sa vision du monde. « Vous voyez » dit-il aux personnes présentes. « Ce n'est qu'une illusion. » Mais Gabriel l'interrompit d'une voix tremblante. « Papa, je sais ce que j'ai vu. » Madame Émilie, qui observait depuis le fond de la pièce, éleva la voix pour la première fois devant tout le monde. « Les médecins parlent de ce qu'ils savent, monsieur Beaumont, mais il y a des choses qui ne figurent pas dans leurs livres. Le cœur de l'enfant le confirme. La lumière revient.
La salle explosa en murmures. Certains se moquèrent, d'autres restèrent pensifs. Alexandre, rouge de colère, cria « Ça suffit !» Je ne veux plus entendre ces sornettes. Il fit taire la vieille dame et la chassa de la pièce, l'humiliant devant tout le monde. Cette nuit-là, Gabrielle pleura silencieusement dans sa chambre. « Papa ne me croit pas, mais je sais que c'est réel. » murmura-t-il à son ours en peluche. Peu après, Madame Émilie entra furtivement dans la chambre. Elle s'assit à côté de lui et lui caressa le visage. « Ne pleure pas, mon petit. La vérité trouve toujours son chemin, et bientôt, très bientôt, ton père verra aussi. » Gabrielle la serra fort dans ses bras, s'accrochant à la seule personne qui croyait en son miracle. Dans le bureau, Alexandre buvait du whisky en regardant par la fenêtre. L'image de son fils décrivant un nuage et un vase bleu le hantait. Il avait beau essayer de le nier, il ne pouvait effacer cette voix innocente qui disait « Papa, je sais ce que j'ai vu », et au fond, même s'il ne l'admettrait jamais, il craignait que la réponse qu'il avait cherchée chez les médecins et dans les hôpitaux ne se trouve en réalité entre les mains ridées d'une vieille femme de ménage. Le manoir Beaumont semblait avoir changé de visage. Là où il y avait autrefois la mélancolie, il y avait maintenant de l'excitation, des rumeurs et des regards étonnés. Chaque fois que Gabrielle marchait dans les couloirs, le garçon, qui se déplaçait lentement et avec crainte, avançait désormais à pas plus assurés. Il touchait les murs uniquement pour s'orienter, non pour survivre. Ses yeux, autrefois ternes, se mirent à briller d'un nouvel éclat. Mais cet éclat, qui pour tous les autres était un espoir, devint pour Alexandre un rappel que quelque chose se passait hors de son contrôle. Le millionnaire réunit ses associés dans le grand salon. Sur la table se trouvèrent des rapports médicaux, des photographies et des contrats. « Messieurs, dit-il gravement, mon fils retrouve la vue grâce à mes efforts. J'ai engagé les meilleurs spécialistes, investi des millions, et maintenant, enfin, nous voyons des résultats. » Les associés le regardèrent avec un certain doute. L'un d'eux osa demander « Les employés ne disent-ils pas que c'est une vieille femme de ménage qui a initié le changement ?» Alexandre frappa la table avec force. « Des superstitions, rien de plus. Il n'y a pas de miracle ici, seulement la science et l'argent. » Les hommes acquiescèrent, bien que leurs expressions montrassent qu'ils n'étaient pas entièrement convaincus. Pendant ce temps, dans le jardin, Gabrielle riait avec Madame Émilie. « Regardez, madame, j'arrive à suivre la lumière du soleil. Je ne vois pas tout, mais je sais où elle va. » La vieille dame l'encouragea à lever les bras. « C'était ça, mon petit. Laisse la lumière te guider. Chaque jour, ce sera un peu plus clair. » Le garçon la serra dans ses bras. « Quand je suis avec vous, j'ai l'impression que tout est possible. » Émilie le caressa tendrement. « Ce n'est pas moi, Gabrielle. C'est ta propre foi qui ouvre le chemin. » Alexandre apparut soudain, interrompant la scène. « Assez de jeu !» rugit-il. « Gabrielle, viens avec moi. » Le garçon recula, confus. « Oh, qu'y a-t-il, papa ?» Le millionnaire le saisit fermement par le bras. « Je ne veux pas que tu perdes ton temps avec cette femme. Ce dont tu as besoin, c'est de discipline médicale, pas de conte de village. » Gabrielle se dégagea d'un geste qui surprit tout le monde. « Elle m'a aidé, papa. Pas les médecins ni ton argent, mais elle. » Le silence tomba sur le jardin. Alexandre, l'orgueil blessé, se tourna vers Madame Émilie. « Vous vous immiscez trop. Rappelez-vous, vous êtes ici pour nettoyer, pas pour manipuler mon fils. » La vieille dame ne baissa pas les yeux. « Je ne manipule rien, monsieur. Je ne fais que l'accompagner. Peut-être que ce qui vous dérange n'est pas ma présence, mais le fait que votre fils ait trouvé ce que vous, avec tout votre pouvoir, ne lui avez jamais donné. La confiance. » Les mots furent comme un coup invisible. Cette nuit-là, Alexandre buvait dans son bureau tourmenté. Il regarda le portrait de sa défunte épouse et murmura « Mon amour, notre fils change, mais pas grâce à moi. Comment puis-je permettre au monde de croire qu'une vieille ignorante l'y a aidé ?» Soudain, une pensée sombre traversa son esprit. S'il ne pouvait nier ce qui se passait, il devait s'en attribuer le mérite. Le lendemain, il organisa une conférence de presse au manoir. Devant les caméras et les journalistes, Alexandre déclara « C'est vrai, mon fils retrouve la vue, et tout cela grâce aux traitements exclusifs que nous avons fait venir de l'étranger. » Gabrielle, assis à côté de lui, fronça les sourcils. « Papa, ne dis pas ça. » C'était Madame Émilie. Alexandre l'interrompit avec un sourire forcé. « Mon fils, tout ce que tu as, c'est grâce à mes efforts. Ne confonds pas les choses. » Les flashs illuminèrent le visage du garçon qui baissa les yeux, les larmes aux yeux. Dès la fin de la conférence, Gabrielle courut dans la chambre de Madame Émilie. « Pourquoi papa ne veut-il pas dire la vérité ?»
demanda-t-il d'une voix étranglée. La vieille dame le serra fort dans ses bras. Parce que parfois, mon petit, les adultes pensent qu'accepter un miracle, c'est accepter qu'ils ne contrôlent pas tout. Gabriel la regarda avec détermination. Peu m'importe ce que monsieur dit, je sais que c'est vous qui me rendez à la lumière. Les jours suivants, Alexandre tenta de remplir le manoir de médecins, de journalistes et d'associés, tous convaincus qu'il était le héros derrière la guérison de Gabriel. Mais chaque fois que le garçon se montrait plus fort, plus confiant, il courait toujours en premier dans les bras de Madame Émilie. Le millionnaire l'observait avec une rage contenue. Il avait beau tout contrôler, il ne pouvait nier l'évidence. Son fils avait choisi la vieille dame comme guide. Et au fond, même s'il ne l'admettrait jamais, il commençait à craindre que le véritable miracle ne réside plus dans les yeux de Gabriel, mais dans le cœur endurci qu'il portait lui-même. La conférence de presse laissa un goût amer au manoir. Aux yeux du monde, Alexandre Beaumont était un père exemplaire qui avait accompli l'impossible pour son fils. Mais entre ces murs, la vérité était autre. Gabriel savait que ce qui l'avait rapproché de la lumière n'étaient ni les fortunes dépensées, ni les médecins étrangers, mais les mains ridées de Madame Émilie. Un matin, Alexandre convoqua le majordome dans son bureau. Le front plissé, sa cigarette s'éteignant dans le cendrier, il ordonna d'une voix sèche « Je veux que vous renvoyiez la vieille aujourd'hui même. » Le majordome hésita. « Monsieur, ne craignez-vous pas que l'enfant... » « Ne me questionnez pas, » rugit Alexandre en frappant du poing sur la table. « Ah, cette femme embrouille mon fils. Si elle reste, je le perdrai. » Le majordome acquiesça, bien qu'il sût au fond de lui que cette décision aurait des conséquences. Quand Gabriel l'apprit, il courut désespérément vers le jardin où Madame Émilie balayait des feuilles mortes. « S'il vous plaît, ne partez pas !» cria-t-il entre deux sanglots. « Oh, si papa vous renvoie, je partirai avec vous. » La vieille dame le prit dans ses bras, essayant de le calmer. « Ne pleure pas, mon petit. Personne ne pourra nous séparer tant que ton cœur me cherchera. Mais papa a le pouvoir, et il gagne toujours. » Émilie le regarda doucement. « Le plus grand pouvoir n'est pas dans l'argent, Gabriel, mais dans la vérité. Et la vérité brille déjà dans tes yeux. » Ce même après-midi, il se produisit quelque chose qui coupa le souffle à tout le monde. Gabriel se trouvait dans la salle à manger avec plusieurs employés autour de lui. Soudain, il fronça les sourcils, regarda le centre de la table et dit d'une voix claire « Ce vase a des fleurs jaunes. » Les domestiques se regardèrent incrédules. L'une d'elles courut vérifier. En effet, c'étaient des fleurs jaunes, aussi brillantes que le soleil. « Il a vu !» cria l'une d'elles en portant les mains à son visage. « Oh, le petit a vraiment vu !» répéta une autre, en pleurant d'émotion. Le murmure grandit comme un cœur d'espoir. Quand Alexandre entra dans la pièce, il tomba sur une scène impossible. Son fils debout, souriant, décrivant les couleurs de fleurs qu'il n'avait jamais vues de sa vie. Le millionnaire sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? Qu'as-tu dit ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Va qu'elles sont jaunes, papa », répéta Gabriel fier. « Et je le sais parce que je les ai vues. » Les employés éclatèrent en applaudissements et en larmes. Alexandre, ne sachant que faire, se tourna vers Madame Émilie, qui observait en silence depuis un coin. Leurs regards se croisèrent, le sien plein de fureur et de perplexité, le sien plein de calme et de certitude. « C'est votre œuvre », l'accusa-t-il. « Vous le manipulez ?» Émilie fit un pas en avant sans crainte. « Je ne manipule rien, je ne fais que l'accompagner. Mais vous pouvez continuer à nier l'évidence. » Gabriel courut vers elle et la serra fort dans ses bras. « Ne la laissez pas partir, papa. Elle m'a donné la lumière que vous n'avez pas pu me donner. » Le silence dans la salle à manger était glacial. Alexandre sentit son orgueil s'effondrer. Il ne pouvait plus se mentir à lui-même. Le miracle se produisait sous les yeux de tous, mais l'admettre signifiait accepter que son argent n'avait pas acheté ce qu'il désirait tant. Cette nuit-là, enfermé dans son bureau, Alexandre faisait les 100 pas comme un lion en cage. Il regarda les contrats, les factures d'hôpital, les rapports médicaux. Tout semblait inutile comparé à la vérité dans les yeux de son fils. Il s'effondra dans son fauteuil, vaincu. « Que me reste-t-il alors ?» murmura-t-il. « Laissez une vieille m'apprendre que je suis impuissant ?» Pendant ce temps, dans la chambre de Gabriel, Madame Émilie priait en silence, remerciant pour ce nouveau pas. L'enfant dormait paisiblement, les yeux mi-clos, comme si même dans ses rêves, la lumière insistait pour entrer. La tentative d'Alexandre de les séparer avait échoué, car il n'était plus le seul maître à bord. C'était la vérité qui, peu à peu, devenait impossible à cacher.
le manoir Beaumont vivait des jours de merveille. Ce qui semblait impossible des semaines plus tôt était désormais discuté dans tous les couloirs. L'enfant voit. Certains employés célébraient en secret. D'autres craignaient la réaction d'Alexandre. Mais tous savaient que chaque nouvel éclat dans les yeux de Gabriel était une victoire contre l'obscurité. Un après-midi, alors que les rayons du soleil pénétraient par les grandes fenêtres du salon principal, Gabriel jouait avec Madame Émilie. Elle tenait une balle rouge et d'une voix douce lui demanda « De quelle couleur est-ce, mon petit ?» Gabriel plissa les yeux, les forçant. « C'est rouge. Je le sais parce que ça brille différemment du vert du jardin. » La vieille dame le serra fièrement dans ses bras. « Exactement. » Le garçon rit joyeusement, sans remarquer qu'Alexandre observait depuis la porte, le cœur lourd d'émotions qu'il ne voulait pas admettre. Ce même jour, l'inattendu se produisit. Gabriel entendit les pas fermes de son père entrer dans le salon. Il se tourna vers lui, plissant les yeux, et après un silence tremblant, murmura « Papa, je te vois ». Le millionnaire resta abasourdi. « Quoi? Qu'as-tu dit » Gabriel avança en titubant jusqu'à se tenir devant lui. Il lui toucha le visage des deux mains et les larmes aux yeux murmura « Tes cheveux sont sombres, tes sourcils sont épais et ta bouche a l'air fâchée. » Le silence était absolu. Toutes les personnes présentes retinrent leur souffle. Alexandre, profondément secoué, put à peine prononcer un mot. « Tu me vois vraiment ?»« Oui, papa, » répondit le garçon. « Je te vois un peu flou, mais c'est bien toi. » Le millionnaire sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Pour la première fois en 8 ans, son fils le regardait. Ses yeux, qu'il avait appris à croire morts, le reconnaissaient maintenant. Il voulut sourire, mais tout ce qu'il put faire fut de serrer Gabriel avec force, comme s'il craignait qu'il ne s'évanouisse. Les larmes qu'il avait toujours contenues coulaient sur son visage durci. « Mon fils ». Les employés, émus, essuyaient silencieusement leurs larmes. Madame Émilie, debout sur le côté, observait la scène avec humilité, les mains jointes sur son tablier. Elle savait que ce n'était pas le moment de parler. Cette réconciliation était entre un père et son fils, mais intérieurement, elle remerciait le ciel de lui avoir permis d'être le pont vers ce moment. Cette nuit-là, le manoir était le sujet de conversation de toute la ville. Le petit a reconnu son père. Il l'a vraiment regardé. Et que va dire M. Beaumont maintenant? Alexandre, cependant, ne trouva pas la paix. Enfermé dans son bureau, il faisait les 100 pas, se remémorant les paroles de Gabriel. « Papa, je te vois. » Il se servit un verre de whisky, mais le laissa intact sur la table. Pour la première fois depuis des années, l'alcool ne pouvait apaiser ce qu'il ressentait. Dans son esprit, 2 voix se battaient. La première, celle de l'orgueil. Ce ne peut être l'œuvre d'une vieille. C'est grâce au médecin, à ton argent, à ton pouvoir. Personne ne peut te retirer ce mérite. La seconde, plus douce mais plus vraie, était la voix de son cœur. Elle lui a donné ce que tu ne savais pas donner, la foi, la patience, l'amour. Tu ne cherchais que des solutions avec de l'argent. Elle lui a rendu l'espoir. Alexandre serra les poings, partagé entre accepter et nier. Le lendemain, au petit déjeuner, Gabriel surprit à nouveau tout le monde. « Papa, ton costume est noir ?» dit-il timidement, « et ta cravate est bleue. » Le millionnaire faillit laisser tomber sa fourchette. C'était vrai. Son fils voyait les couleurs avec une précision dont aucun médecin n'avait jamais rêvé. Les associés invités à table étaient stupéfaits. L'un d'eux commenta à voix basse « Cela n'a aucune explication scientifique. » Alexandre sentit les yeux de tous sur lui. Il voulut élever la voix, s'attribuer le miracle, mais le souvenir de l'étreinte de son fils l'en empêcha. Plus tard, en privé, il confronta Madame Émilie dans le jardin. « Dites-moi la vérité, qu'avez-vous fait ?» La vieille dame le regarda dans les yeux sans crainte. « Rien que vous n'auriez pu faire, monsieur Beaumont. Je l'ai simplement accompagné avec amour et patience. » Alexandre serra les dents. « J'ai tout donné à ce garçon. Médecin, hôpitaux, voyage. Vous lui avez tout donné, sauf ce dont il avait le plus besoin, la confiance. » Les mots frappèrent le millionnaire comme des coups de marteau. Il voulut répondre, mais sa voix se perdit. Cette nuit-là, Gabriel s'endormit avec un sourire. Dans son sommeil, il murmura « Je peux voir papa. Je peux voir papa. » Madame Émilie, assise à côté de lui caressa le front avec tendresse. Elle savait que la bataille n'était pas encore gagnée, qu'il restait un long chemin à parcourir. Mais ce pas était le plus grand de tous, car lorsqu'un fils reconnaît le visage de son père, ce ne sont pas seulement ses yeux qui guérissent, mais aussi les blessures de son âme. Dans le bureau,
Alexandre regarda par la fenêtre l'obscurité du jardin. Son fils l'avait vu. Il l'avait reconnu. Il pouvait continuer à nier l'évidence, ou il pouvait enfin accepter que la lumière de Gabrielle ne venait pas de son argent, mais des mains humbles d'une vieille femme qui était entrée dans sa vie comme un souffle inattendu du destin. Le dilemme le consumait. Il savait qu'il devrait bientôt choisir entre son orgueil et la vérité. Le manoir Beaumont semblait respirer un air nouveau. Là où il y avait autrefois des ombres de résignation, il y avait maintenant des murmures d'espoir. Chaque fois que Gabrielle reconnaissait une couleur ou une forme, les domestiques pleuraient d'émotion. Les gardes se signaient, et même les partenaires d'Alexandre commençaient secrètement à parler de miracles. Mais pour Alexandre, ce miracle était comme une dague plantée dans son cœur. Son fils voyait, oui, mais pas grâce à lui, mais grâce à cette vieille femme qui l'avait défié depuis le premier jour. Un matin, en observant Gabrielle tituber dans le jardin, Alexandre explosa contre le majordome. « Je ne peux plus le permettre. Ce garçon oublie qu'il lui a tout donné. Cette femme me vole la seule chose qui m'appartient, le respect de mon fils. » Le majordome d'une voix prudente répondit « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce que votre fils ressent pour elle n'est pas de la désobéissance, mais de la gratitude. » Alexandre frappa la table avec fureur. Quelle gratitude! Il devrait l'avoir pour moi. Le même jour, Alexandre convoqua Madame Émilie dans son bureau. La vieille dame entra calmement, s'essuyant les mains sur son tablier. Il la regarda d'un air dur. « Vous êtes ici depuis plus longtemps que vous n'auriez dû. Estimez-vous heureuse que je vous ai payé pour nettoyer. Mais c'est fini aujourd'hui. » Gabrielle, qui écoutait depuis la porte, pâlit. « C'est papa, non ?» Il courut vers eux et s'agrippa à la jupe d'Émilie. « Tu ne peux pas la renvoyer. » Alexandre serra les dents. « Mon fils, comprends, elle n'est rien. Elle n'a ni éducation, ni savoir, ni pouvoir. » Gabrielle le regarda, les yeux pleins de larmes, mais aussi d'un nouvel éclat. « Elle m'a rendu la vue, papa. Et toi, tu ne m'as fait que des promesses. » Les mots furent comme une gifle. Alexandre se leva brusquement, d'une voix qui ressemblait à un coup de tonnerre. « Ça suffit. Si tu veux la voir, tu le feras à la porte de ma maison. Mais c'est moi qui commande ici. » Madame Émilie, sereine, caressa l'épaule de l'enfant. « Calme-toi, mon petit. Si je dois partir, je partirai la tête haute. La lumière est déjà en toi, et personne ne peut l'éteindre. » L'enfant pleurait de manière inconsolable. Le lendemain, le manoir se réveilla dans le silence. Gabrielle, sans force, ne voulait pas sortir de son lit. Son visage était terne et ses yeux, qui commençaient à voir si clairement, semblaient à nouveau troubles. Les domestiques murmuraient, inquiètes. Le petit ne sourit plus depuis que Madame Émilie est partie. On dit même qu'il a de nouveau trébuché dans le couloir. La nouvelle parvint à Alexandre comme un coup violent. Il entra dans la chambre et trouva son fils serrant son ours en peluche, le regard vide. « Qu'y a-t-il, Gabrielle ?» demanda-t-il en essayant de paraître ferme. « Tu m'as pris ma lumière, papa, » murmura le garçon. Sans elle, tout redevient sombre. Le millionnaire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce même jour, Gabrielle tenta de descendre seul les escaliers, comme il le faisait dernièrement. Mais ses pas étaient incertains. Ses mains tremblaient et soudain il glissa. Un cri déchirant emplit le manoir. « Gabrielle !» Alexandre courut comme jamais, l'attrapant juste à temps pour l'empêcher de tomber. L'enfant s'agrippa à lui, pleurant désespérément. « Je veux Madame Émilie. Fais-la revenir, papa. » Alexandre le serra fort contre lui. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une peur réelle. La peur de perdre son fils, non pas à cause de la cécité, mais à cause de son propre orgueil. Cette nuit-là, Alexandre ne put dormir. Les mots de l'enfant le tourmentaient. « Tu m'as pris ma lumière. » Il se regarda dans le miroir et pour la première fois, ne vit pas l'homme puissant que tout le monde craignait. Il vit un père vide, incapable de donner à son fils ce dont il avait le plus besoin. Il s'effondra dans son fauteuil vaincu. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» murmura-t-il. À cet instant, il comprit qu'il avait atteint sa limite. Il pouvait continuer à défendre son orgueil ou accepter la vérité. Une vérité qui ne s'achète pas avec de l'argent, mais avec de l'humilité. Le lendemain matin, Alexandre demanda au majordome de chercher Madame Émilie. La vieille dame revint au manoir avec le même sac en toile, marchant lentement, sans ressentiment dans le regard. Quand Gabrielle la vit entrer, il cria de joie et courut vers elle, trébuchant, mais avec un sourire radieux. « Je savais que vous reviendriez. » Madame Émilie le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Je ne suis jamais vraiment parti, mon petit. » Alexandre observait la scène en silence.
L'orgueil le rongeait encore, mais il ne pouvait plus nier l'évidence. Sans cette femme, son fils s'éteignait. Avec elle, la lumière brillait de nouveau. Le millionnaire ferma les yeux, sentant une bataille intérieure atteindre son paroxysme. Il savait qu'il était à un pas de la décision la plus importante de sa vie. Accepter la vérité le sauverait, la nier le condamnerait à jamais. Et dans ce dilemme, Alexandre Beaumont se prépara à affronter la fin de l'histoire qui changerait non seulement les yeux de son fils, mais aussi son propre cœur. Le matin se leva clair sur le manoir Beaumont. Le ciel bleu et sans nuages semblait un miroir purifié après une tempête. C'était comme si l'univers lui-même annonçait que quelque chose de grand allait se produire. À l'intérieur du manoir, Gabriel se leva avec un sourire différent. Ses pas étaient plus assurés que jamais. Ses yeux brillaient d'un mélange d'anxiété et d'espoir. Madame Émilie l'attendait dans le jardin, son sac en toile à la main. Alexandre observait depuis le balcon. Il avait passé la nuit éveillé, ressassant ce que son fils lui avait dit. Sans elle, tout redevient sombre. Ces mots l'avaient transpercé comme des couteaux, car ils étaient à la vérité. Une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Dans le jardin, Gabriel courut vers la vieille dame et s'agrippa à elle. « Je le sens aujourd'hui, Madame Émilie. Je sens que quelque chose de grand va arriver. » La vieille dame lui caressa les joues. « Oui, mon petit, aujourd'hui tes yeux vont enfin s'ouvrir. Non seulement à la lumière, mais aussi à l'amour. » Elle sortit de son sac le petit pot de pommade qu'elle avait utilisé des semaines auparavant. L'arôme des herbes emplit l'air. Alexandre, qui était descendu et s'approchait lentement, fronça les sourcils. « Encore avec vos mixtures ?» dit-il d'une voix rauque, qui n'avait plus la force du mépris, mais celle de la peur. Madame Émilie le regarda calmement. « Ce n'est pas la pommade, monsieur Beaumont, c'est la foi. L'enfant a déjà le plus important, la confiance en lui. Je ne fais que le guider dans cette dernière étape. » Gabriel s'assit sur le banc de pierre. La vieille dame plongea ses doigts ridés dans la pommade et commença à frotter doucement ses paupières, tout en murmurant d'anciennes prières. Le silence était absolu. Les employés, les gardes et même les associés qui avaient été convoqués ce matin-là observaient avec attente. Soudain, les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. Un cri de surprise s'échappa de sa bouche. « Je vois tout !» Le jardin explosa en exclamations. Le garçon se mit à tout décrire entre rires et larmes. « Le ciel est bleu, si bleu. Les fleurs sont rouges et jaunes. L'herbe est d'un vert éclatant. Et toi, papa, je vois ton visage clairement, nettement. » Alexandre resta paralysé. Son fils le regardait avec des yeux pleins de lumière, ces mêmes yeux qu'il avait cru condamnés pour toujours à l'obscurité. Gabriel tituba jusqu'à lui et le serra dans ses bras. « Papa, maintenant je te connais vraiment. » Alexandre, brisé de l'intérieur, le serra contre sa poitrine. Les larmes qu'il avait retenues pendant des années coulaient sans contrôle. « Mon fils, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir cru, d'avoir nié la vérité. » Toutes les personnes présentes pleuraient ou applaudissaient. C'était un moment impossible à dissimuler. Le garçon Beaumont avait retrouvé la vue. Alexandre se tourna vers Madame Émilie. Pendant des semaines, il avait voulu la chasser, l'humilier, même la détruire. Mais à cet instant, il tomba à genoux devant elle. « Merci, » murmura-t-il d'une voix étranglée. « Vous avez rendu la lumière à mon fils et vous m'avez rendu le mien. » La vieille dame l'aida gentiment à se relever. « Ne me remerciez pas, monsieur. Remerciez le cœur de votre fils, qui n'a jamais cessé de chercher l'espoir. » Le même jour, Alexandre convoqua tout le manoir, y compris ses associés, dans le salon principal. Il se tint devant tout le monde, avec Gabriel à ses côtés et Madame Émilie un pas en arrière. Sa voix résonna solennellement. « Pendant des années, j'ai cru que l'argent pouvait tout acheter. J'ai rempli ma vie de médecin, de contrats et de pouvoir. Mais la lumière qui brille aujourd'hui dans les yeux de mon fils n'est pas grâce à moi, mais à la foi, la patience et l'amour d'une humble femme que je méprisais. » Il se tourna vers Madame Émilie et la désigna fièrement. « Désormais, cette maison sera aussi la vôtre, car vous n'avez pas seulement guéri mon fils, vous m'avez aussi appris ce que signifie être un père. » Les personnes présentes éclatèrent en applaudissements et en larmes. Cet après-midi-là, pour la première fois de sa vie, Gabriel courut librement dans le jardin, riant, touchant les fleurs, regardant le ciel. Alexandre le suivait du regard, incrédule mais heureux. Madame Émilie l'observait avec un sourire calme, comme celle qui sait que sa mission est accomplie. Le garçon leva les bras au ciel et cria de toutes ses forces « Je vois ! Je vois !» Et l'écho de sa voix se mêla au chant des oiseaux, comme un hymne de victoire contre l'obscurité. Cette nuit-là, dans le manoir désormais éclairé non plus par des lustres, mais par l'espoir,
Alexandre s'approcha de Madame Émilie. « Je ne sais comment vous rendre ce que vous avez fait. » La vieille dame le regarda avec tendresse. « Vous n'avez rien à me payer, monsieur. Tout ce que je souhaite, c'est que vous n'oubliez jamais que l'impossible se conquiert avec l'amour. » Alexandre baissa la tête, ému. Pour la première fois de sa vie, le millionnaire Beaumont s'inclina humblement devant quelqu'un. Le temps passa, et l'histoire du garçon qui retrouva la vue grâce à une humble vieille dame devint une légende. Mais pour Alexandre et Gabriel, ce n'était pas une légende. C'était la preuve vivante que la richesse ne réside pas dans l'or ou le pouvoir, mais dans la foi, la patience et l'amour véritable. Et c'est ainsi que le garçon né dans l'obscurité finit par voir la lumière. Non seulement dans le monde, mais aussi dans les yeux de son père et dans les mains ridées de la femme qui changea leur vie pour toujours.